on va parler d'un autre sujet. Pour ceux qui étaient là l'an dernier, vous vous souvenez peut-être que Tech&Fest a mis en évidence des témoignages de malades, de personnes atteintes de la maladie de Charcot. Vous vous souvenez, on s'était engagé ici même à les aider. C'est ce que nous avons fait. Et un des moyens d'aider, c'est aussi de refaire un point un an après. Et merci à mes invités d'être là. Alors, je vais vous présenter, mais je vais surtout citer un absent, c'est Nicolas Beretti, qui est malade et qui n'a pas pu venir. Nicolas, qui est papa depuis quelques mois, qui est touché par la maladie de Charcot. Il n'est pas là, mais vous verrez tout à l'heure qu'il est là quand même. Donc je vais présenter mes invités. Déborah, j'espère que je n'écorche pas votre nom. Lance Naster, cool. Vous êtes responsable de la recherche à l'ARSLA. Vous nous direz ce que c'est que l'ARSLA, hein, très précisément. Lénie, vous êtes jeune chercheur impliqué aussi dans la recherche sur la maladie de Charcot, sur la SLA, et vous êtes aidant. Et Magid Iyi, vous êtes le régional de l'étape et vous dirigez le LITI Clinatech. C'est ça ? Très bien. Je vous ai dit que Nicolas ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais finalement, il nous a envoyé une vidéo et j'aimerais que cette vidéo, on la regarde ensemble. Salut Grenoble, merci de votre invitation, et bon appétit pour ceux qui déjeunent devant leur écran. Alors vous remarquerez immédiatement que c'est pas moi qui parle, mais une voix artificielle qui n'a jamais appris à parler correctement. Elle a une tonalité tellement monotone qu'il est possible que je m'auto-endorme. Par ailleurs, je suis donc obligé de faire semblant de parler en même temps, ce qui est complètement absurde. Pour les plus observateurs d'entre vous, vous remarquerez également que je ne suis pas là. J'aurais aimé, mais avec un bébé et un handicapé de 90 kg, c'est compliqué. En 2 mots, je suis un humain comme vous, sauf que j'ai tiré le mauvais numéro au loto de la vie, concernant la santé, du moins, et les cheveux aussi, oui. En septembre 2022, quelque temps après mon retour du GR20, j'ai senti une faiblesse dans ma jambe droite. En janvier 2023, diagnostic auquel il est impossible de croire, une SLA depuis, j'ai perdu l'usage de la parole, des mains, des bras, des jambes presque. Je faisais du taekwondo, de la moto, du dessin, de la guitare, 50 conférences par an. Aujourd'hui, et bien aujourd'hui, si j'arrive à faire 3 pas sans tomber, c'est un miracle. J'avais des salariés, on voulait changer le monde de l'entreprise pour que l'entreprise change le monde. Maintenant, j'ai un seul salarié, et la seule chose qu'on change, c'est ma housse de couette. J'avais des projets, des idées plein la tête, je faisais 1000 choses. Maintenant, je suis assis, à regarder le monde de loin. Je suis officiellement handicapé, et je ne peux même pas prendre mon bébé de 5 mois dans les bras. Voilà, maintenant que je vous ai ambiancé, on va pouvoir commencer. Si je me pensais condamné, sans aucun espoir, je n'aurais pas eu la merveilleuse petite fille qui me regarde en bavant derrière l'écran, et je ne serais pas là avec vous. Il y a un espoir. Il y a 1 an, j'ai pu vous annoncer, ici même à Grenoble, mon projet un peu barré de trouver je ne sais comment un demi-million d'euros pour financer des travaux de recherche basés sur l'IA. Un peu bancal comme projet, sachant que je n'ai aucune compétence en IA, pas plus qu'en levée de fonds, et les seules recherches que j'ai faites, c'était pour trouver un appartement, mais si l'incompétence pouvait vraiment freiner les gens, ça se saurait. Il y a 1 an donc, je pouvais encore parler un peu. Par contre, si je prenais le micro aujourd'hui, vous passeriez un très mauvais moment, étant donné que je vis désormais dans une autre dimension, celle de la lenteur extrême, et la frustration qui va avec. La maladie m'a pris ma voix depuis quelques mois, mais j'ai appris à écrire avec les yeux et ça ne m'a pas empêché d'inonder Internet de demandes de dons pendant des mois. Je n'ai plus aucune fierté à force de faire la manche. Figurez-vous qu'après plusieurs semaines à un feu rouge à mendier, on a réussi à trouver 500 000 euros. Un grand merci à la RSLA, Bettina et Sabine, à Sabrina, ma femme, à Célia et à tous les donateurs qui m'ont soutenu. Honnêtement, je ne pensais pas réussir si vite. Et voilà qu'1 an après, non seulement on a réuni les fonds, mais en plus on peut annoncer les résultats de notre appel à projet SLIA. Merci aux chercheurs qui ont étudié les différents projets et les ont choisis. Vous connaîtrez après le nom des projets sélectionnés. Je voudrais les féliciter et leur dire 2 choses. Réussissez, et, je vous en prie, réussissez vite. Je veux voir ma fille grandir, elle est beaucoup trop choupinette.
Une fois les 500 000 € réunis, on s'est demandé comment faire pour aller plus vite, plus loin, et comment faire pour que d'autres chercheurs puissent, eh bien, chercher autre chose que des financements, comment faire pour que les recherches soient connectées, coordonnées, se complètent, et rapidement, comment injecter cette intelligence artificielle dans les projets de recherche pour gagner du temps, un temps trop précieux pour être gaspillé par des broutilles administratives et financières. Alors, avec Sabine, DG de la RSLA, et Edor, chercheur de renom, on s'est retroussé les manches, on a pris une grande inspiration et on a commencé à travailler sur le plus grand projet de l'histoire de l'humanité. Bon, ok, de l'histoire de l'association, la création d'un institut de recherche dédié à la SLA. On est allé voir le ministre de la Santé, l'ancien du coup, on est allé à l'Élysée, on devait voir 2 autres ministres, mais ces derniers temps, ils tombent comme les feuilles de l'automne, donc on doit tout recommencer. On est allé partout chercher des soutiens, des sourires, et des sous tout court. On a eu la chance d'être rejoint par d'excellents spécialistes, Luc, Cédric, Pierre-François, Gaël, Hélène, David, merci à eux. L'ambition est forte, trouver 5 millions d'euros par an, on espère les avoir. Je voudrais tirer mon chapeau à la RSLA et à ses administrateurs, mes collègues. L'association a décidé de montrer l'exemple en investissant 3 millions d'euros dans l'Institut. C'est une énorme somme d'argent pour nous, mais après 160 ans d'efforts de recherche, on s'est dit que ça valait le coup d'aller dos au mur et pied au plancher pour, enfin, ôter l'adjectif incurable de la SLA. Alors maintenant les amis, c'est à vous de jouer, vous avez des moyens que nous n'avons pas, et des compétences que nous n'avons pas non plus. Je crois en vous, je suis convaincu que la technologie va nous sauver, et je crois en la combinaison technologie et chercheurs. C'est l'ADN de l'Institut Charcot. Et vous savez quoi? C'est précisément parce qu'ils disent que c'est impossible qu'on va réussir. Merci à vous. À l'année prochaine, debout, avec un micro. Merci, merci Nicolas. Vous pouvez... Je rappelle que la maladie de Charcot est une maladie neurodégénérative rapide, invalidante, qui condamne 5 nouvelles personnes par jour en France et dont le pronostic, on va dire l'issue, est plutôt dans la moyenne des 3 ans. Alors on l'a dit, on va faire un point ensemble parce que Nicolas a eu et a toujours cette vision d'utiliser la puissance de l'IA, la puissance de calcul également, pour aller tester des molécules, pour aller tester des solutions et accélérer le mouvement. Alors là, on est dans la tech au service d'une urgence absolue, mais absolue. On l'a vu ici, c'est un papa. On ne va pas redire ce qu'il a dit, il le ferait beaucoup mieux que quiconque et vous l'avez toutes et tous entendu. Ma question est très simple et elle s'adresse à vous, Déborah. Qu'est-ce que ça a permis de faire et où est-ce qu'on en est? Et je vous poserai aussi la question à vous. Est-ce qu'on a avancé depuis 1 an? Oui, oui. Approchez bien le micro, Déborah. Cette dernière année, on a passé de l'intention qui a été présentée justement ici sur la scène de Technfest à l'action. Donc, grâce à Nicolas, à son soutien, nous avons pu financer 4 projets de recherche qui utilisent l'intelligence artificielle pour avancer la recherche sur la SLA. Donc, les projets vont dès la décrétion de mise en place des jumeaux numériques pour prédire l'évolution de la maladie. Aujourd'hui, c'est très difficile de prédire cette évolution. Aussi pour améliorer les parcours des soins des patients, qui parfois c'est très difficile aussi de le faire. Ensuite, on va étudier les lésions cérébrales qu'on trouve chez les patients SLA et essayer de corréler ça avec la progression de la maladie, comme déjà fait pour Parkinson et Alzheimer, par exemple. Et aussi, on va étudier la morphologie des neurones pour prédire leur réponse au traitement. Donc, concrètement, nous avons des projets qui, aujourd'hui, utilisent de l'IA pour avancer la recherche. Alors, évidemment, Nicolas, vous direz d'accord, mais quand la solution? Oui, malheureusement, la recherche, elle a un temps long. Elle a besoin de temps pour avancer. Elle a besoin des cellules pour pousser, de voir les réponses de traitement. Mais là, c'est vrai qu'il y a plusieurs étapes de la recherche où l'IA peut nous faire avancer plus vite, pas seulement à l'analyse des données, mais aussi avant, en réduisant les échecs et pour prédire aussi quel type de molécule peut marcher pour quel type de traitement, pour quel type de patient. Et bien sûr,
quand on aura résolu, je l'espère, cette question, ça va ouvrir d'autres horizons sur d'autres pathologies neurodégénératives, car tout est lié. Lénie, on parlait tout à l'heure de vous, de votre situation. Vous êtes chercheur, vous travaillez pour l'INSERM, et vous avez spécialisé vos recherches sur la SLA, et vous êtes aidant. Aidant, ouais, c'est ça. Donc je me présente rapidement, moi je suis Lénie, j'étais... Rapprochez le micro, okay. Merci. Donc je viens pas de la SLA à la base, j'étais en postdoc aux États-Unis au NIH, et mon papa est tombé malade, il a eu cette pathologie, donc c'est sous une forme différente, ça commence plutôt forme bulbaire. Et suite à cette pathologie, j'ai décidé de complètement me réorienter ma recherche et mettre ma motivation au sein de la recherche contre Charcot. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de rentrer des États-Unis, j'ai tout arrêté, j'ai voulu abandonner. Et après, il y a une motivation qui se décuple, hein, voilà, quand on est touché personnellement. Et voilà. Et donc après, je me suis rapproché de l'ARSLA automatiquement parce qu'on cherche comment lutter. Donc l'ARSLA répond à cette demande. Et très rapidement, j'ai été mis en contact avec l'INSERM, avec Cédric Raoul, qui est fondateur de l'Institut Charcot. Et aujourd'hui, donc pour faire un peu le lien avec votre question de comment l'IA peut faire avancer tout ça, moi, du coup, je suis vraiment pas dans le numérique, dans tout ce qui est l'IA, exosquelette, etc. Mais en tant que chercheur biologiste fondamental, ça nous aide au traitement des données. Aujourd'hui, en fait, l'IA, tout simplement, ce qu'on a besoin, c'est d'une puissance de traitement de données, à la fois pour mélanger des données de souris. Moi, je travaille beaucoup sur de la souris. Mais imaginons qu'on a beaucoup de patients, même si c'est une maladie rare, on a beaucoup de patients avec des profils complètement différents. On a besoin d'identifier ces profils, besoin de les corréler avec nos modèles murins, et on a besoin après de pouvoir analyser tout ça. Ça, c'est très compliqué, et ça demande un temps colossal, de la puissance de données colossale. Et derrière, pour le time-lapse, vraiment la rapidité, il y a eu la thèse en 180 secondes juste avant sur le repositionnement thérapeutique. Moi, j'aimerais, ça c'est mon projet, ce que j'aimerais faire, et ce que l'Institut Charcot, je pense, veut faire également, et que j'aimerais faire avec eux, c'est, pour aller plus vite, on a plein de médicaments qui sont déjà mis sur le marché pour Alzheimer, Parkinson, mais même des maladies qui n'ont rien à voir avec la neurodégénération. Et l'idée, c'est de trouver des liens moléculaires, vraiment des petits liens qu'on ne pourrait même pas soupçonner, entre des maladies qui sont très loin. Et en fait, on se rend compte qu'utiliser un médicament, par exemple, pour le diabète, ça se trouve, le mettre pour la SLA, ça marcherait. Et là, on chanterait toutes les phases cliniques. Et là, ça irait très vite. Peut-être que la réponse n'est pas très loin d'ici. Clinatech, Magid, est-ce qu'on peut répondre à ce souhait qui répond à la fois à un souhait de chercheur, mais à la fois à l'urgence de la pathologie également, voilà, c'est ça. Du papa de Lénie? Effectivement, le type de travaux qu'on mène à Clinatech et plus généralement au CEA Leti au niveau de développement de technologies médicales, en fait, il démarre très souvent par un besoin ou l'expression d'un besoin, comme c'est fait aujourd'hui, même précédemment, et charge à nous d'identifier les approches qu'on peut mettre en marche. Et effectivement, depuis plusieurs années, il y a eu une approche qui n'est pas une approche médicamenteuse, et qui est une approche liée aux interfaces cerveau-machine qui ont été développées un peu partout dans le monde, mais à Grenoble beaucoup également, qui permettent de s'appuyer sur un système qui maintenant est relativement bien décrit et bien défini, où on peut capter des intentions de mouvement et les restituer à des machines. Ça peut être des machines mécaniques, comme les exosquelettes, ça peut être des machines électriques, comme des stimulateurs électriques de la moelle épinière. Ça, c'est pour des personnes qui ont perdu la capacité de bouger, par exemple, à cause d'accidents. Mais ça peut être également des synthétiseurs vocaux. Et les deux premiers cas, donc pour la restauration de la marche, ça, on a vraiment eu un corpus de résultats très tangibles. Et dans le futur, une des actions que nous aimerions mener, l'intention c'est de le faire avec des collègues, encore une fois, régionaux, mais pas que, du CHU de Grenoble, de l'INSERM, c'est justement de déployer ce type de solution, peut-être, à discuter dans des cas qui pourraient être utiles et intéressants pour des personnes qui souffrent de la maladie. Donc ça, c'est vraiment une musique d'avenir pour laquelle des choses qui pourraient être déployées rapidement à titre expérimental. Je le répète, vu que ce n'est pas encore un produit en vente, par contre, il y aurait la possibilité de se déployer dans ce sens. Mais c'est-à-dire qu'entre l'expérimental qui a fait sa preuve, justement, et le marché, il peut se passer combien de temps? Parce que le temps, là, c'est
Ça, c'est pas de l'argent du tout, hein, c'est de la vie. Absolument. Et en fait, on en est extrêmement conscient. Ça, ce qu'on a également expérimenté, ce que nous expérimentons en ce moment pour de nouveaux types de traitements pour la maladie de Parkinson. Et typiquement, les années, ce sont des multiples de 5 années entre le moment où on a une preuve expérimentale solide et le passage au marché. Entre deux, il est nécessaire et indispensable de trouver un fabricant, un industriel qui peut mener finalement l'objet de la recherche, le prototype au produit. Ça prend cet ordre de grandeur-là. Par contre, ce qui est faisable, justement, c'est de continuer à avancer sur des approches d'évaluation clinique. Alors, le soutien peut prendre plusieurs formes, d'aide publique, de soutien privé, en attendant qu'il y ait un produit qui soit commercialisable. Alors, Déborah, on l'a vu avec Magid, hein, est-ce que ces technologies, finalement, elles changent déjà la vie des patients et est-ce qu'elles peuvent changer la vie des patients atteints de la maladie de Charcot? Oui, 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 tout à fait. Ces technologies-là et aussi l'intelligence artificielle, ce que nous comptons faire à l'Institut Charcot, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour prédire l'évolution de la maladie, mais pas seulement ça, d'identifier les sous-types des malades. Parce que aujourd'hui, nous savons que celle-là, ce n'est pas une seule maladie, mais il y a plusieurs cas, plusieurs trajectoires différentes. Et là, c'est un défi pour les cliniciens, pour les neurologues, de simplement diagnostiquer cette maladie. Donc, avec l'IA, on va analyser toutes les données que nous avons et, pour identifier ces sous-types de patients et ensuite pouvoir identifier aussi une médecine personnalisée pour traiter chaque patient comme il mérite, comme il a besoin, avec des différentes molécules. Donc ça, c'est l'objectif d'Institut Charcot, c'est de mettre l'IA et les patients au cœur de la recherche et faire ce type de la donnée jusqu'à la médecine personnalisée. Donc, Lénie, ce que dit Déborah, j'entends médecine personnalisée. La médecine personnalisée, elle n'est possible que si la recherche et la technologie sont de plus en plus fines. Au-delà de répondre à la capacité de calcul pour trouver des interactions, c'est ça la solution? La solution qu'elle propose ici, moi j'aime beaucoup, même en tant que patient, voilà, vous disiez là, le timing est important. Médecine personnalisée, c'est un mot qui attire mais qui fait peur. Parce qu'on se dit comment c'est possible, comment on peut faire de la médecine personnalisée avec très peu de fonds. Surtout en France là-dessus, c'est très compliqué. Mais même aux États-Unis, qui ont des fonds limités, la médecine personnalisée n'existe pas encore, hein. Par contre, ce que je trouve intéressant dans l'Institut Charcot et de ce qu'ils veulent développer, c'est de remouliner toutes les datas qui ont été faites en arrière. Et elle parlait, Déborah, très justement, que la maladie est très hétérogène. Un patient SLA, s'il y a 2 patients SLA ici, très probablement, ils ont une maladie qui est complètement différente. Alors, dans le fond, similaire, mais différente. Et en fait, on se rend compte que quand on fait un essai clinique, sur 1000 patients, on donne une molécule, il va y avoir 20 patients auxquels ça va marcher, mais 980, ça va pas marcher. Du coup, ça marchera jamais sur les phases. Les phases cliniques, du coup, ça passe pas. Ça se fait à chaque fois, ça ne passe pas la phase, ça ne passe pas la phase, ça ne passe pas la phase. Et en fait, ce qu'on veut développer avec l'Institut Charcot, c'est revenir en arrière, remouliner les datas, essayer d'identifier, par exemple, ce que je vous ai parlé, ces 20 patients qui marchent bien. Ah bah alors, pour cette molécule-là, ils répondent bien. OK, donc peut-être que pour ce type de profil-là, il faut mettre ce médicament-là. Mais ça se trouve, pour un autre profil, il faut mettre un autre type de médicament. Et pour un autre profil, un autre type de médicament. Donc déjà, l'enjeu, là, tout de suite, c'est d'identifier les patients. Ces 20 patients, il faut être en capacité, de manière clinique, phénotypiquement, ou peut-être moléculaire, avec une prise de sang, ou je ne sais pas, essayer de voir une signature. Et une fois qu'on a trouvé ça, après, on a déjà identifié dans les phases cliniques des patients qui répondent bien. On a l'exemple du Riluzole. Le Riluzole, c'est le seul médicament qui est utilisé aujourd'hui. Il y a des patients, ils ont un ralentissement qui est quand même assez important. Il y a d'autres patients qui ne répondent pas du tout au Riluzole. Et ça, c'est l'intelligence artificielle et l'Institut Charcot va pouvoir répondre à ça, justement. Magid, sur la puissance de calcul, on dit qu'elle accélère en permanence, que ça va de mieux en mieux, et pourtant on n'est pas encore au résultat. Naïvement, je pensais qu'avec l'IA, on pouvait à peu près tout résoudre. Bien sûr que ça ne se passe pas comme ça. Mais quelle est la vitesse de progression, sans faire de prédiction à 3 euros? Quand est-ce qu'on sera capable de calculer suffisamment vite pour répondre à cette urgence-là? Et en fait, actuellement, en fait, si je prends simplement les comparaisons de ce qui se fait aujourd'hui, même si ce qui se faisait il y a 3 ans, la vitesse de calcul a vraiment augmenté, de sorte à, par exemple, pouvoir rapidement avoir des conformations de molécules qu'on appelle des protéines, qui, dans le temps,
pouvait prendre des mois, voire des années avant d'avoir la conformation. Et aujourd'hui, en quelques semaines, on peut avoir une conformation normale ou pas. Donc en fait, de ce point de vue-là, l'approche, en tout cas là je vous le dis en tant qu'ancien biologiste, l'approche qui est prônée ici, elle a tout son sens, c'est-à-dire repartir vers une analyse plus fine des protéines et des molécules qui sont chez différents patients, donc différentes typologies, et croiser ça avec des molécules. De mon point de vue, on ne parle plus de dizaines d'années, mais en peu d'années, 2, 3 peut-être, on peut sortir des résultats auxquels on ne pouvait pas rêver il y a 5 ans. Donc là, je suis plutôt confiant. Quoi. Il faut aussi qu'on soit conscient du fait qu'on parle d'IA de manière très négative assez souvent. Et quand on vous écoute, on a envie de parler d'IA de manière très très positive. Je me trompe pas? Oui, bien sûr. C'est l'applicabilité de l'IA pour la santé de l'humain. Donc forcément, c'est un côté très positif. On voit qu'il y a non Là ici, on rentre entièrement dans le positif. Effectivement, il parlait d'un timing avant qui était... je vous prends l'exemple du tofersen, c'est un autre médicament qui est développé là. Et il y a quelques types de patients SOD1, c'est une mutation particulière pour la SLA. Ça a mis 20 ans à se développer. Aujourd'hui, avec une approche de drug repositioning, ça peut mettre 3-4 ans. Parce qu'on va chanter énormément de phases. Parce que imaginez un médicament qui est utilisé tous les jours en clinique. Avec l'IA, si on identifie ce médicament-là qui peut être utilisé, eh ben, toutes les phases d'avant, on les enlève. Et là, on ne parle plus en décennies, mais en quelques années. Et moi, en tant que patient et chercheur, ça me fait rêver, ça. Et justement, en fait, un point important, c'est qu'effectivement, les systèmes d'analyse et de reconstitution vont très vite. Ce qui devient important, c'est de mettre de l'intelligence humaine dans le système. C'est-à-dire ne faire confiance exclusivement aux machines et aux systèmes basés sur l'IA, c'est peut-être pas le chemin, mais par contre, d'avoir des spécialistes, d'avoir des experts qui viennent vérifier, contre-vérifier, ça devient critique. Et donc, finalement, ce qui va être important, c'est ce mariage entre avoir des systèmes basés sur de l'IA capables de calculer très vite et poser les bonnes questions. Mais ça, ce sont les humains qui savent faire ça encore. C'est très juste, très très juste ce qu'il dit. Faut voir, on vous parle de tout ça, d'IA, etc. Mais pour nous, en tant que chercheurs, moi, l'IA que je vais utiliser en tant que chercheur biologiste fondamental, c'est vraiment un outil. Moi, c'est-à-dire que je le questionne souvent, mais par contre, derrière, il y a besoin d'une proof de concept. On a besoin après, derrière, d'aller sur un modèle murin pour vérifier tout ça. Déjà, peut-être dans des jumeaux numériques, on peut regarder, on peut aller voir dans les modèles murins. Et ensuite, il faut toujours passer d'abord par du fondamental. On ne peut pas faire confiance 100% à l'intelligence artificielle. Et l'implication humaine est essentielle. Il faut savoir l'utiliser et je pense que l'Institut Charcot est là aussi pour le faire, voilà, pour le faire correctement. Il faut l'utiliser vraiment comme un outil. À bon escient. Voilà. Alors, il nous reste 2 petites minutes. Il y a forcément vous avez toujours des priorités. Et au-delà de l'urgence, évidemment, mais on ne va pas refaire la séquence. Chacun, tous les trois, s'il y avait une priorité absolue, je vais commencer par vous, Déborah, une priorité absolue dans les années qui viennent, qui peut changer les choses, qu'est-ce qu'il faut faire? Comprendre l'hétérogénéité de la maladie. Excusez-moi. Comprendre les sous-types des patients SLA. L'hétérogénéité de la maladie, oui. Tout à fait. Donc usage de l'IA maximum. Oui, tout à fait. Avec les données que nous avons déjà collectées, l'intelligence artificielle peut identifier ces différents sous-types. Et c'est avec ça, ce sous-typage, qu'on va pouvoir traiter les patients. Mais vous avez assez de données pour le faire aujourd'hui? Nous avons beaucoup de données. L'ARSLA a, depuis 2014, financé une base de données nationale qui s'appelle PULSE. Et là, nous sommes prêts. Il nous manque l'investissement pour aller plus vite, pour exactement appliquer l'IA et trouver la réponse. L'ARSLA, c'est l'association pour la recherche. Lénie? Pour moi, c'est très simple. Je vais prendre l'exemple d'une hémorragie. C'est de mettre ma main sur l'hémorragie. Et ça, pour moi, c'est le repositionnement thérapeutique. Vous l'avez compris. C'est dans un premier temps, pour avoir le temps, il faut déjà donner le temps aux patients, donc déjà leur proposer une solution. Le riluzole, aujourd'hui, ce n'est pas une solution. Il faut qu'on jugule, il faut qu'on coupe ça. Il faut ralentir la progression de la maladie. Très rapidement, trouver quelque chose pour... Je ne prétends pas traiter la pathologie tout de suite avec mon repositionnement thérapeutique, mais de donner du temps. Donner du temps aux patients pour attendre, plus tard, avoir des meilleurs effets, voilà. Prendre du temps. Aujourd'hui, Nicolas n'a pas de temps. Majid? En tant que développeur de solutions de technologie médicale, c'est d'avoir accès rapidement à la bonne question.
la bonne question qui va venir des spécialistes et des connaisseurs du domaine pour après déployer soit des solutions existantes ou en développer, mais avec la bonne question derrière. On fait tout ça pour les malades, on fait tout ça pour Nicolas, mais pas que. Merci, merci d'être venu, merci à vous d'avoir écouté et on reste bien évidemment mobilisé. Tout ce que vous pourrez faire, c'est bien, même une toute petite chose, je répète ce que j'ai dit l'an dernier, pas grand-chose, mais si vous pouvez faire quelque chose, faites-le, n'hésitez pas. Merci beaucoup.